Ariane. Ariane é um navio. Tem mastros, velas e bandeira à proa e chegou num dia branco, frio, a este rio Tejo de Lisboa. Carregado de sonho, fundeou dentro da claridade destas grades. Cisne de todos que se foi, voltou só para os olhos de quem tem saudades. Foram duas fragatas ver quem era um tal milagre assim. Era um navio que se balança ali à minha espera, entre gaivotas que se dão no rio. Mas eu é que não pude ainda, por meus passos, sair desta prisão em corpo inteiro e levantar a âncora e cair nos braços de Ariane, o veleiro. Ça, c'est un poème qu'il a écrit en prison, à la prison d'Aljube, le 1er janvier 1940, à Lisbonne, en regardant par le barreau un navire qui était sur le Tage Ariane. Donc je crois que c'est un poème très beau, un poème qui exprime un désir de liberté, et en même temps la liberté qu'on ne peut pas emprisonner, cette liberté qui est à l'intérieur de chacun. Et le navire Ariane, c'est une métaphore qui symbolise la liberté, ce désir de liberté. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne peut pas arrêter un homme. Une vie, une œuvre, Miguel Torga, l'indomptable. Je me rappelle quand j'avais 10 ans, ma mère m'avait lu le conte Jésus de Bichouche. Je me rappelle très bien, j'étais au nord du pays et ma mère avait le livre Bichouche et elle dit voilà, un conte très très beau. Et elle me l'a lu. Et je me rappelle encore, le premier poème que j'ai connu, c'était un poème sur la mort de la mère de Torga, qu'on avait récité dans une fête qu'il y a eu dans mon lycée. Mais il a eu une influence très grande sur ma génération. C'était la génération de 50 et 60. Et alors il était pour nous un symbole de liberté et de quelqu'un qui disait ce qu'il devait dire, coûte que coûte. Miguel Torga est sans doute l'une des figures les plus remarquables de la littérature portugaise de ce siècle. Toute sa vie est celle d'un combattant. Il est né au nord du Portugal, dans une des régions les plus retirées d'Europe, et il fut contraint d'émigrer au Brésil pour fuir un étroit destin de paysan. Plus tard, à Coimbra, il devint médecin, puis écrivain. Sa vie, son œuvre, sont partie prenante d'une conquête ininterrompue de la lucidité, de son intégrité, au service d'une parole qui le traverse comme un chaman. Malgré une reconnaissance tardive, Miguel Torga recevra en 1976 le prix international de poésie, il reste aussi vivace, aussi indomptable que la torga, la fougère qui pousse dans son pays natal et qu'il choisit comme pseudonyme. San Martinho de Anta, 24 août 1965. Examen de conscience prolongé devant l'autel de mes pénates. Dépouillé de toutes mes présomptions alphabètes, humblement, dans la modeste nudité du fils prodigue, j'ai fait les comptes de mon aventure humaine tellement opposée à la leur. Avec l'oreille attentive des morts, ils ont gravement écouté ma méditation silencieuse sur le long voyage qui va du petit garçon né et élevé dans la simplicité rurale jusqu'à l'homme compliqué que je suis, tout chargé de problèmes et d'angoisses. J'ai évoqué la voix subtile qui m'a appelé, la force occulte qui m'a poussé, les écueils que j'ai rencontrés, les moments où j'ai succombé. J'ai justifié comme j'ai pu la perte de la foi, ma vision laïque de la réalité, mon espérance déçue, ma révolte obstinée, et la peine de la charrue troquée contre la peine de la plume. Muet pendant toute ma confession, ils le sont restés lorsque j'en ai eu fini. Ils ne m'ont fait ni compliment ni réprimande.
ils se sont enfermés dans une prudente réserve. En se refusant à me condamner, Mellard taciturne applaudissait, implicitement. Sans mot dire, il me donnait carte blanche. Et il m'a suffi de cette assurance pour sortir du confessionnal, soulagé et confiant. Dans mon esprit, j'avais la vivante certitude qu'eux aussi ne voulaient pas que j'abandonne, que je me décourage, que je sois un maillon fragile dans la chaîne vitale du clan, parce que mon hérésie signifiait peut-être le commencement de leur rédemption posthume, leur rachat de siècles de souffrance et d'humiliation. Il avait dû tout conquérir. Sa langue, sa langue même maternelle, il était dans un milieu analphabète, sa capacité d'écrire, sa capacité de travailler, sa liberté, son identité, tout avait été l'objet d'une conquête difficile. Il dit quelque part qu'il s'est battu toute sa vie avec seulement 2 pierres dans sa fronde, le oui et le non. Claire Queyron. C'était quelqu'un de très intransigeant. Il a vécu dans une période où si on n'était pas intransigeant, on risquait de finir très mal, hein, quand même. Je ne pense pas qu'on puisse transiger avec une période politique comme celle qu'il a vécue pendant près de 50 ans de sa vie, quand même, hein, puisqu'il a connu toute la dictature. Donc il a fallu qu'il se défende, qu'il défende son œuvre, qu'il défende sa pensée, et évidemment c'est devenu une espèce de seconde nature, hein, cet aspect défensif qu'il avait. C'est ça son identité, c'est je suis comme je suis fier d'être ce que je suis, et je n'ai pas envie de changer. Je veux mourir comme je suis né, en quelque sorte. C'était vraiment la résistance, l'esprit de résistance est constitutif de sa personnalité et de son œuvre. Sans ça, ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi vous savez qu'il a choisi ce pseudonyme de Torga qui est une bruyère que chez nous, ici dans la région, on appelle la brande, et qui est une espèce qui résiste à tout, aux grosses chaleurs, au grand froid, au gel, qui est quasiment indéracinable. Ben, c'est tout à fait, en effet, la personnalité de Torga. Villanova, 3 décembre 1935. Fernando Pessoa est mort. Sitôt que j'ai lu la nouvelle dans le journal, j'ai fermé mon cabinet et je me suis enfoncé dans les montagnes. Avec les sapins et les rochers, j'ai été pleurer la mort du plus grand de nos poètes d'aujourd'hui, que le Portugal a vu passer dans son cercueil via l'éternité, sans même demander qui il était. Teresa Rita Lopes, vous êtes professeure de lettres à l'université de Lisbonne. Vous êtes spécialiste de Pessoa, pour nous les Français, mais vous avez également écrit un livre à propos de l'œuvre du grand écrivain Miguel Torga. Qu'est-ce qui a suscité cette parution? Puisque je crois qu'à l'époque, vous ne l'aviez jamais rencontré. C'est vrai, je l'ai connu, je crois, en 1975 seulement. Mais je connaissais son œuvre depuis très longtemps. J'ai l'impression que je l'ai connu en même temps que Pessoa, c'est-à-dire ses textes. Je devrais avoir mes 13 ans par là. Et je crois que je suis tombée amoureuse des deux, pour des raisons tout à fait différentes. C'est ça qui est intéressant, parce qu'ils semblent de personnalités opposées. Et pendant un moment, moi-même, j'ai eu l'impression qu'ils se situaient tout à fait à l'opposé l'un de l'autre. Et je les aimais, peut-être à cause de ça. Ils étaient, pour moi, complémentaires. Parce que, bon, Miguel Torga, c'est pas... On peut dire qu'il est monolithique sans que cette affirmation ait une nuance péjorative. Lui-même, il exaltait chez ses personnages cette intégrité, il les appelait des blocs de pierre, et même son écriture, parfois, a un peu cet aspect, cette saveur, un bloc de pierre très découpé, très rude, n'est-ce pas? Pessoa, par contre, comment dire, il s'est désintégré en plusieurs personnages, donc il est tout à fait à l'opposé de Torga, il est le moins monolithique possible, n'est-ce pas?
Donc, je crois que déjà cet aspect complémentaire m'a toujours attiré chez tous les deux. Mais j'ai continué à les fréquenter et puis j'ai compris qu'ils ont quand même plus de points en commun que je pouvais le croire. Déjà, parce que Pessoa a trouvé une formule pour expliquer, pour proposer aux jeunes de son époque, c'est-à-dire du temps de Orphée ou du modernisme portugais 1915 par là, il a trouvé une formule pour expliquer son attitude. Nationalisme cosmopolitique, disait-il. Donc, Torga, au fond, bien qu'il soit férocement nationaliste, on le considère aujourd'hui aussi un écrivain universel, d'une très grande universalité. C'est très connu, son affirmation que l'universel, c'est le local, moins les murs. C'est très, très, très connu. Je crois que de ce point de vue-là, ils sont plus proches que je ne le pensais moi-même. Coimbra, uma lição de sonho e tradição. Lenta é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Coimbra do Chopin, ainda és capital do amor em Portugal ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Nous sommes ici à Coimbra, sur les hauteurs de la ville, dans la maison où vivait donc Miguel Torga, avec vous, André Rocha. Et nous sommes venus parce que nous avions très envie de découvrir le lieu où écrivait Miguel Torga, puisqu'il exerçait son métier de médecin dans le bas de cette ville. Donc nous allons avec vous découvrir son cabinet de travail. Son lieu de travail, c'était ici. C'est-à-dire une banquette, un lit couché, la plupart du temps. Pourquoi ? Toujours ? Presque toujours, parce que il était souffrant et fatigué. Et enfin, c'était son refuge ici. C'est une pièce qui a une belle vue sur le paysage de Coimbra. Nous sommes sur les hauteurs de la ville. Donc il y avait ce balcon. Qu'est-ce qu'on voit alors de son bureau ? d'Arlozin. C'est une montagne qui n'est pas très très élevée, je pense qu'elle a 600 mètres ou 800 mètres. Mais c'était de ce côté-là qu'il a exercé la médecine au début, près de Miranda do Corvo. Après avoir tenté San Martinho d'Anta, qui était son village natal, mais où pratiquement les gens étaient si pauvres que la première chose qu'il a gagnée, c'était un poulet. Et une douzaine d'œufs, je crois. Une douzaine d'œufs, exactement. Pour un jeune médecin, c'était difficile. C'était difficile. Et puis, il n'y avait aucune espèce de possibilité de culture, de lecture, de cinéma, enfin, rien. Oui, pour Miguel Torga, il fallait pouvoir, d'une certaine façon, exercer son métier de médecin, mais être toujours au contact avec ce qui se passait évidemment. Sur le plan littéraire, oui. Et là, c'était sur le plan politique. Aussi, mais... Et sur le plan du cinéma, enfin, c'était quelqu'un qui était très axé sur la vie culturelle du Portugal. Du Portugal, et pas seulement. Il lisait beaucoup, surtout après avoir s'être fixé d'abord à Léry et puis ici, mais beaucoup de livres français. Il lisait bien, parlait assez mal, avec difficulté, puisque pour lui, la langue, l'expression même, c'était le portugais. Et c'était là qu'il se retrouvait. Enfin, il a affirmé souvent que les seules traductions qu'il aimait étaient celles
dans des langues qu'il ne comprenait pas, comme le bulgare ou le russe ou le japonais. Parce que là, enfin, il n'y avait pas cette substitution de pensée. Je vais fermer la... Il y a un vent. Bem Giovanni era senhor alto e lembro-me dele ir com chapéu alto, assim chapéu. Sim. Dia de chuva e ele ir visitar doente ali a Barbanha e com chapéu grande. E vi às vezes. Qu'est-ce qu'il dit de Miguel Torga? C'était un monsieur très grand. Et qu'il se rappelle qu'il allait visiter les malades très loin et qu'il avait un grand parapluie. Et il le voyait souvent ici. Est-ce que dans ce village, on se souvient encore de lui? On parle de lui? Ainda falam dele aqui na aldeia? Falam aqui, falam. Dizia que era médico... Babonneau, que era médico bon. On le louait comme médecin, qu'il était un bon médecin. Alors donc nous sommes dans un petit village qui s'appelle Villeneuve. Oui, c'est ça. Et pour accéder jusqu'ici, nous avons traversé une forêt dont il parle d'ailleurs, qui est une forêt de pins et d'eucalyptus qui est très odorante en cette saison. Olha, é naquela casinha aqui adiante tem o portão. Nesta aqui do lado direito, a seguir àquela escura, ela daquela. Ah, le portail noir que ele viveu. E está a ver aqui a... Rue Miguel Torga, 1934-1937. A été ici, 33 ans, 34, 37. Maria Sarmiento. Et je crois qu'il y a des personnes qui racontent des histoires très drôles sur lui. L'année dernière, quand on a fait l'hommage, je crois qu'il y a eu des femmes qui étaient jeunes quand il exerçait et qui racontaient des choses amusantes et qui se rappellent très bien de sa sympathie. Parce qu'il était très séduisant à l'époque. Oui, je crois que oui, d'après ce qu'elle dit. Torga était un grand sensuel. Il aimait la bonne chair, il aimait le bon vin, il était amoureux de la nature. Particulièrement de la nature de son pays, bien sûr. C'était quelqu'un de très physique, à côté de cette grande activité intellectuelle, et je crois qu'il a intensément profité de la vie. Ce n'est pas du tout... Il y a une austérité dans sa pensée et une austérité dans son écriture, qui est plutôt qu'une austérité, une sobriété, je dirais. Mais c'était un amoureux de la vie. Et il est resté, on peut dire, jusqu'à la fin, malgré tout. Coimbra, 19 juin 1987. La maison, mon cabinet, la vie habituelle. Le nomade éveillé d'hier sommeille dans le sédentaire d'aujourd'hui. Je suis au carrefour de deux natures, l'une qui se confine et macère au jour le jour, l'autre qui se démesure et s'exalte dans les intervalles, l'une qui se mésaventure et l'autre qui s'aventure. Un poète n'a pas de biographie, il a un destin. Le mien fut taillé ce jour lointain d'un temps qui momentanément m'est apparu aboli, où un vieux maître d'école persuada un père aux mains calleuses qu'une plume pesait moins que le manche d'une charrue. Ce n'était pas vrai. Pourtant, même moi, je l'ai cru. Et je l'ai payé cher, comme le manifestait cet étalage de preuves qui, pour les autres, signifiait une glorification et n'était pour moi qu'un suaire en loques. Ce qui nous fascine sans doute, c'est peut-être la volonté qui a conduit toute sa vie Miguel Torga, car il a dû s'affronter à des difficultés énormes, surtout lorsqu'il était enfant, puis adolescent, et lorsqu'il est parti au Brésil, parce que ses parents étaient incapables de lui assurer ce que l'instituteur lui proposait, c'est-à-dire une éducation. Ses parents étaient très pauvres. Ils étaient des paysans dans un tout petit village du nord du Portugal, très montagneux.
Et donc, à 13 ans, il prend le bateau pour le Brésil. Je vous montrerai son passeport tout à l'heure. Le passeport du premier voyage. En effet, ces difficultés se sont accentuées par la suite. Parce que, comme je vous disais, même ses débuts de médecin ont été très durs. Puis la vie littéraire, également extrêmement pénible, car le Portugal est un pays où, effectivement, il y a assez bien de poètes et d'écrivains, mais ils sont tous, presque tous, vivent à Lisbonne, dans une sorte de cénacle, de cénacle qui expulse ceux qui n'en font pas partie. Et là aussi, il a eu énormément de difficultés, non seulement de ce côté-là, mais aussi du côté politique, puisque, à partir du premier volume du journal, la censure de Salazar a exigé que les livres soient présentés à la censure avant la publication. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à publier à compte d'auteur, justement pour ne pas impliquer les libraires et être le seul responsable. Ce qui lui a valu la saisie d'abord du livre Montagne, un livre de contes, ensuite d'un des volumes du journal, et d'une pièce de théâtre qui n'avait absolument rien à voir avec la politique. Et puis la prison avec le 4e jour de la création du monde, qui parlait de son voyage à travers l'Espagne de Franco et l'Italie de Mussolini. Et c'est le frère de Franco, qui était ambassadeur à Lisbonne, qui l'a dénoncé. Et puis il était en prison pendant 3 mois. Vous-même, vous avez été professeur, vous avez fait des études, je crois, à Lisbonne. Mes études, je les ai faites à Bruxelles. Puis j'ai passé mon doctorat à Lisbonne. J'y suis restée pendant 3 ans. Et nous avons été 33 professeurs à être interdits. Vous avez donc aussi subi les effets de la dictature. Mais parce que vous étiez la femme de Miguel Torga ? Probablement aussi. Mais surtout à la suite de grèves d'étudiants. Je n'avais pas pris le parti de ces étudiants, mais j'étais restée neutre et ça suffit enfin, pour me faire mettre à la porte. Est-ce que vous partagiez aussi ces idées politiques ? Certainement. Dias irae. Apetece cantar, mas ninguém canta. Apetece chorar, mas ninguém chora. Fantasma levanta a mão do medo sobre a nossa hora. Apetece gritar, mas ninguém grita. Apetece fugir, mas ninguém foge. Fantasma limita todo o futuro a este dia de hoje. Apetece morrer, mas ninguém morre. Apetece matar, mas ninguém mata. Fantasma percorre os motins onde a alma se arrebata. Oh, maldição do tempo em que vivemos, sepultura de grades cinzeladas, que deixam ver a vida que não temos e as angústias paradas. Dit qu'on a envie de chanter, mais personne ne chante. On a envie de pleurer, mais personne ne pleure. On a envie de crier, personne ne crie. On a envie de mourir, mais on ne meurt pas. On a envie de tuer, mais on ne tue pas. Et puis il parle de ce fantôme qui parcourt les insoumissions, l'âme. C'est un poème de résistance, un poème de dénonciation de la situation à laquelle on était soumis, mais aussi d'un certain conformisme. Manuel Alegre, vous êtes, comme le disait Miguel Torga, comme il aimait à le rappeler, un grand poète portugais, mais aussi vous occupez la place de vice-président de l'Assemblée de la République ici au Portugal. Et je voulais savoir, toujours en perspective avec l'œuvre de Miguel Torga, si ces 2 fonctions peuvent être compatibles dans une vie. Elles sont incompatibles et j'ai dû les comptabiliser. Je crois que la poésie est incompatible avec tout que ne soit pas la poésie elle-même. Enfin, j'ai été surtout un résistant, je suis né sous une dictature.
Si j'étais né dans un pays ayant une vie démocratique, peut-être je ne ferais pas de politique. J'ai fait de politique poussée par les circonstances historiques, parce que je suis né sous une dictature, parce que j'ai dû faire face à une situation de guerre coloniale, donc je suis devenu un résistant. Évidemment que ce n'est pas compatible, mais est-ce que la poésie elle est compatible avec la profession de médecin, comme l'était Miguel Torga, d'avocat ou de professeur? C'est la même chose, un peu la même chose. Lorsqu'on prend le journal, surtout le deuxième volume qui est paru en France récemment, En chair vive, il y a beaucoup d'allusions à la politique et aux hommes politiques du Portugal. Et je pense qu'à certains moments, vous êtes même visé, personnellement, peut-être. Peut-être. Torga s'intéressait beaucoup à la politique, et c'est curieux, parce que nous parlions souvent, quand j'allais à Coimbra, et par téléphone, presque tous les jours, nous parlions par téléphone. Et la première question qu'il posait, c'est comment vont les choses. Il voulait savoir tout de la politique. Il s'intéressait à la politique. Un jour, il m'a dit, heureusement que nous, pour les poètes, nous n'intéressons pas à l'exercice du pouvoir, parce que ça serait très, très dangereux. Et il voulait dire avec ça que les poètes étaient plus lucides, ils savaient prévoir les choses, ils étaient plus attentifs aux signes que les hommes politiques. Et il s'intéressait beaucoup à la politique, il faisait de la politique, il savait tout de la politique, surtout de la politique de Coimbra, mais aussi il voulait savoir ce qui se passait ici à Lisbonne. Et je l'ai entendu, j'étais présent dans beaucoup de conversations qu'il a eues avec les hommes politiques du pays. C'est moi qui l'ai présenté au général Yanes. Et il a dit, à Coimbra, il a dit, soyez sérieux, mais ne vous prenez pas trop au sérieux. C'est la première chose qu'il a dit. Et malheureusement, je pense que les choses sont un peu passées dans l'autre sens. Et avec Marie Soares, donc il était ami, il était d'une franchise totale, hein, c'est curieux. Il disait tout ce qu'il pensait. Et s'il était ami, s'il aimait les gens, il était plus intransigeant. Par exemple, à Marie Soares, ça fait déjà un bon nombre d'années, et pourtant il aimait beaucoup Marie Soares. Il disait, vous êtes un grand homme politicien, maintenant il faut que vous deveniez un homme d'État. Vous n'êtes pas encore un homme d'État. Il a dit comme ça, tout court. On a même dit que Miguel Torga était nobélisable. Oui, non, son œuvre a eu beaucoup de résonance. Il est un écrivain national et populaire, ce qui est considéré pour certains gens comme une sorte de péché mortel dans la littérature. Il avait un public. Et c'est un auteur qui est lu, qui est aimé par les gens. Et c'est vrai qu'il n'a jamais appartenu au cercle littéraire de Lisbonne, jamais à ce que Nietzsche appelait la canaille de la littérature. Il n'appartenait pas à ça. Il n'aimait pas ça. Beaucoup de gens avaient de la jalousie justement parce qu'il est lu. Il était connu, lu ici, traduit, etc. Et aussi par des raisons politiques et idéologiques. Mais dernièrement, il était une sorte de patriarche des lettres portugaises, donc il n'avait pas tellement d'objections. Sa candidature n'aurait pas eu il n'a pas eu d'objections. C'est presque incompréhensible pourquoi la littérature de langue portugaise n'a pas encore eu un prix Nobel, que ce soit en portugais ou en brésilien. Et tout le monde était d'accord, à commencer par Jorge Amado, qu'il a souvent répété qu'il fallait qu'il ait le prix Nobel. Coimbra, 26 février 1981. Le 6e jour de la création du monde, finalement en vitrine. Loué soit Jésus-Christ notre Seigneur. C'était avec ces mots que mon père quittait les sillons, et je n'en trouve pas d'autre plus approprié en cet instant. Le vieux, tel un Job de la Bêche, croyant et résigné, épongeait la sueur de la journée en louant le Très-Haut. Et moi, Job de la Plume, incroyant et rebelle, j'imite son exclamation juste pour donner une voix tutélaire au soulagement que j'éprouve. Je suis au bout de cette longue besogne de ma vie. Et je veux que soit honoré l'exemple géniteur, ainsi rappelé à ma mémoire, pour authentifier la pénitence accomplie en mettant 70 années de souffrance en 1000 pages de discipline.
Clara Rocha, une des tentations, évidemment, c'est de lire La création du monde de Miguel Torga comme un livre autobiographique. Est-ce la réalité ou non? Il s'agit d'un récit avec un fond autobiographique, bien sûr. Mais je crois que Miguel Torga l'a fait comme roman. Je dois vous dire que j'ai écrit un essai sur la création du monde en 1977 et j'ai écrit qu'il s'agissait d'une autobiographie dans la deuxième version. Parce que dans la première version du texte, mon père a toujours beaucoup remanié ces textes, comme vous le savez, et dans la première version, le personnage avait un nom fictif. Donc j'étais convaincue que dans la première version, il s'agissait d'un personnage de roman, et puis que dans la deuxième version, l'auteur s'était approché d'une autobiographie au sens strict. C'est ce que j'ai écrit en 1977. Miguel Torga n'était pas du tout d'accord avec cette perspective. Et maintenant, beaucoup d'années plus tard, j'ai changé d'avis. Parce que je pense justement que le travail de remaniement que l'auteur a fait dans sa deuxième version, au contraire, l'a beaucoup fait éloigner de ce récit premier qui était peut-être plus proche de la réalité. Quand je dis qu'il s'agit d'un roman autobiographique, je veux dire surtout que certaines scènes ont été retouchées, peut-être la mémoire a un peu mythifié les épisodes d'enfance. Et bien sûr, il y a tout un travail d'écriture sur les données réelles, n'est-ce pas, qui me font penser maintenant qu'il s'agit d'un roman autobiographique. Je voudrais néanmoins ajouter que le premier jour correspond à l'enfance. C'est une vision mythique de son enfance à Trás-os-Montes. Le deuxième jour correspond à l'adolescence qu'il a passée au Brésil. Il a passé 5 ans au Brésil dans une fazenda de Minas Gerais. Puis le troisième jour correspond à son retour au Portugal, ses études de lycée et d'université. C'est le commencement de sa vie professionnelle. Puis le quatrième jour est peut-être un des volumes les plus connus pour son contenu clairement politique et même révolutionnaire. D'ailleurs, Miguel Torga a été mis en prison pour ce livre, qui a été appréhendé par la police politique au moment de sa parution. Puis le cinquième jour nous raconte le mariage, la vie de médecin. Et puis le 16e jour est bien sûr la suite et comporte déjà le moment de l'âge mûr ou même de la vieillesse. Coimbra, 20 septembre 1990. Je n'ai plus la force d'écrire le moindre livre. Le 7e jour de la création du monde me reste en travers de l'esprit. C'était la fin de ma vendange, mon De Profundis. 100 pages haletantes, impitoyables, sans complaisance envers moi-même et envers autrui. Peut-être le destin, cette fois, par miséricorde, a-t-il voulu m'épargner ce débordement.
Ainsi le silence couvrira mes derniers jours comme un noir manteau de compassion, de pudeur et d'oubli. Miguel Torga, lorsqu'il évoquait ce passé d'adolescent, enfin, je crois qu'il avait 11 ans ou 13 ans lorsqu'il est parti. 13 ans lorsqu'il est parti. Ça s'est passé comment, ce voyage au Brésil? Ça s'est passé d'une façon assez douloureuse pour lui, parce que l'oncle était un homme extrêmement fort, rigide. Je l'ai connu encore lorsque nous sommes retournés au Brésil, à l'occasion d'un congrès d'écrivains à São Paulo. Et une dame amie lui avait demandé, elle voulait lui offrir quelque chose. Elle lui a demandé ce qu'il voulait. Et il a dit qu'il voulait retrouver la fazenda. Fazenda, c'est donc la hacienda, non? Et alors nous sommes partis en voiture vers Minas Gerais. C'était très, très curieux. C'était une fazenda énorme. Il avait 50 taureaux reproducteurs, si vous dites combien de vaches il y avait. Et ça occupait, il y avait 2 stations de chemin de fer dans la fazenda. Et son oncle avait su par les journaux qu'il venait au Brésil. Il ne lui en avait pas parlé. Mais il l'avait su par les journaux, et comme il était extrêmement sourd, il avait fait venir de Rio de Janeiro un appareil. Pour l'entendre. Pour entendre. Seulement, l'âge et enfin la surdité était telle que l'appareil ne produisait aucun effet. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Il a pris son pistolet, son revolver, et a détruit l'appareil. Alors, c'est vous dire le genre de personne que c'était. Et il voulait en faire un homme, hein, mais par les moyens les plus violents, surtout à cause de la femme avec laquelle il était marié, et qui était une veuve avec plusieurs enfants, qui souhaitait évidemment que ses enfants héritent de la fazenda, et voyait d'un très mauvais œil ce neveu qui arrivait comme ça. On peut imaginer que le caractère, la nature de l'écrivain qui va apparaître plus tard s'est forgé justement dans ces 4 ou 5 années où il est resté au Brésil chez son oncle. Sûrement. D'ailleurs, un oncle qui n'avait pas que des défauts, puisque pour remercier cet enfant qui était venu chez lui et dont il n'espérait peut-être pas toute cette grandeur, en récompense, il lui propose de choisir 2 solutions pour sa vie. De lui monter un commerce ou bien de faire ses études. Mais c'était pratiquement une rémunération du travail qu'il avait fourni dans la fazenda et qui n'avait pas été payé, évidemment. Biografia. Sonho, mas não parece. Nem quero que pareça. É por dentro que eu gosto que aconteça a minha vida. Íntima, funda, como sentimento de que se tem pudor. Vulcão de exterior tão apagado que pastor possa sobre ele apacentar o gado. Mas os versos, depois, frutos do sonho e dessa mesma vida, é quase a queima-roupa que os atiro contra a serenidade de quem passa. Então já não sou eu que testemunho a graça da poesia. É ela, prisioneira, que vendo a porta da prisão aberta, como chispa que salta da fogueira, numa agressiva fúria se liberta. Il écrit quand? Comment s'organise-t-il? Puisqu'il est médecin et il va pratiquer la médecine jusqu'à ce que ce soit possible encore. Donc comment s'organise-t-il pour pratiquer l'écriture, Claire Queyron? Eh bien, il écrit chaque fois qu'il peut écrire, entre 2 clients. Il a écrit une partie de son œuvre dans son cabinet. Il avait là sa machine à écrire, tout son matériel, et entre 2 clients, il écrivait. Il écrivait beaucoup le soir chez lui. C'est quelqu'un qui dormait très très peu, donc voilà. Il n'a fait que ça.
Il a travaillé dans son métier de médecin, très durement d'ailleurs, dans une partie de sa vie, et écrit. Il a commencé à écrire en 1928, enfin à publier en 1928, et il n'a jamais cessé jusqu'à sa mort, puisque le dernier volume du journal, dans son édition portugaise, qui est le 16e volume du journal, il l'a publié en décembre 1993, et il est mort en janvier 1995. Coimbra, 7 juin 1988. C'est un rustique montagnard. Et combien j'apprends avec lui chaque fois qu'il vient en consultation. En une formule, il me résume des philosophies entières. Quand il me parle de sa mère âgée de 90 ans, ou de sa femme qu'il a quittée, ou du curé du village dont il est bon paroissien, on dirait un oracle. Quelle école a été pour moi l'exercice de la médecine? C'est au contact quotidien avec des natures ainsi primaires, élémentaires, que j'ai appris la vie. Si j'en étais resté à la science des livres, je serais aujourd'hui un ignorant lettré et suffisant. Mais en recevant les successives leçons de sagesse du peuple, je sais au moins humblement qu'on ne sait rien si on ne sait pas déchiffrer l'abécédaire de la réalité. Bertrand Filodeau, vous êtes éditeur, donc vous dirigez la maison Corti. Qu'est-ce qui vous fascine le plus chez Miguel Torga ? Il y a deux choses qui me fascinent particulièrement. D'une part, c'est un des rares écrivains qui a été maître de son œuvre totalement. C'est-à-dire que dès le départ, il a eu comme volonté de s'occuper du livre, du manuscrit jusqu'à la main du lecteur, pour ne dépendre de personne, ni du milieu éditorial, ni du milieu médiatique, ni de problèmes économiques. Donc grâce à cette maîtrise totale qu'il a obtenue d'une part parce que il était très ami avec son imprimeur-éditeur, et d'autre part que l'état de la librairie au Portugal, à l'époque où il commence à s'occuper des livres, le permettait, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de libraires, donc soit l'imprimeur, soit lui pouvait partir sur les routes avec une camionnette chargée de livres et aller voir directement les libraires. Donc ça, c'est quelque chose de fascinant, c'est l'idée qu'un écrivain peut maîtriser totalement sa création. Et deuxième chose qui me fascine beaucoup chez Torga, c'est qu'il est à la fois très très portugais, Torga est inexplicable s'il n'est pas portugais, et il est aussi très universel, c'est ça sa grande force. Il est portugais par exemple dans les contes et les nouveaux contes de la montagne, les personnages sont des personnages primitifs, qui n'ont pas encore été touchés par la civilisation industrielle pratiquement, et donc qui sont presque plus proches dans leur mentalité du Moyen-Âge que du XXe siècle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense l'œuvre de Torga était souvent interdite au Portugal, c'est parce qu'il montait les choses non pas telles que le régime le rêvait, mais telles qu'ils étaient réellement. D'où un problème insurmontable pour les politiques qui ont été obligés d'interdire certains textes de Torga. Notamment ces contes de la montagne, je crois qu'ils sont interdits dès leur parution. Oui, c'est ça. Mais Torga contourne cette interdiction. Oui, c'est-à-dire qu'il va faire imprimer le livre au Brésil et tout simplement il va expédier les livres du Brésil. Et ça me fait penser à un autre phénomène à peu près identique, l'interdiction en Espagne franquiste de Las Urdes de Buñuel, qui était à peu près le même phénomène, c'est-à-dire que Buñuel, comme un entomologiste, se penche sur un village déserté et moyenâgeux de l'Espagne, et c'est insupportable pour le régime franquiste. Les livres tels que vous les avez publiés, son journal qui est en plusieurs volumes, c'est de lui. Tous se ressemblent. Oui. C'est extrêmement simple comme édition. Oui, c'est simple. C'est simple, mais c'est une idée de lui. N'est pas de lui, c'est moi et c'est moi aussi. L'anthologie poétique et la création du monde que nous avons fait, la création du monde que nous avons fait en un volume seul. Les 5 volumes qu'il y avait, nous avons fait un volume seul. Est-ce que c'est Miguel Torga
Padre Valentin Marquez, qui est venu vous trouver comme imprimeur. Est-ce qu'il a fait la démarche? Est-ce qu'il est venu ici pour vous demander d'imprimer son œuvre? Bom, o problema foi este. Nós encontramos... Eu tinha acabado o meu curso de Je venais de terminer mon cours au séminaire et j'avais été placé dans cette petite entreprise. Et un jour, tout à fait par hasard, je me suis trouvé avec lui dans une librairie d'un ami commun. Je ne connaissais pas Torga, je le connaissais par son nom uniquement, je connaissais son œuvre. Et c'est cet ami qui nous a présenté, nous avons commencé à parler. Et le lendemain, il est arrivé dans notre petite société. Et nous avons causé longtemps. Et un an après, il a commencé à faire ses œuvres dans notre typographie. Et c'est de là qu'est partie une grande amitié qui s'est créée entre nous. Et nous avons commencé donc à passer des vacances ensemble et aller à la chasse parce qu'il était un grand chasseur. Il m'a imprégné d'ailleurs le vice de la chasse. Et nous avons commencé à partir aussi en vacances ensemble. Vous allez en vacances ensemble? Oui, oui. Et continuamos assim, sempre muito amigos, todos os dias. Et nous avons continué de bons amis. Et tous les jours, il venait dans notre société. La société n'était pas exactement ici, était dans le centre de la ville. Et il venait tous les jours, c'était pour lui une sorte de rite. Lui, il était un homme de rituel. Il aimait les travailleurs, il aimait l'odeur de la typographie. Et tout cela avait beaucoup d'importance pour lui. Et on l'a remarqué même dans l'écriture de ses livres. C'était pour lui un besoin d'avoir des rapports humains. Mais ce qui est étrange, c'est de savoir que Miguel Torga, même si lorsqu'il était enfant, a commencé ses études au petit séminaire, on ne peut pas dire que ce soit un religieux, un croyant. Et par contre, vous êtes prêtre jésuite. Non, comment... je ne suis pas jésuite. Non, je ne suis pas jésuite. Je suis un prêtre, mais de la diocèse, qui n'est pas lié. Je ne suis prêtre lié à aucune ordre religieuse. Je suis prêtre séculaire. Mais Miguel Torga, il n'est pas athée. Il avait une spiritualité toute spéciale. Il avait une vision de Dieu un peu différente de les hommes, comme il est habituel. Il était un homme profondément religieux, simplement avec une religiosité toute spéciale, non comme nous sommes habitués à voir les hommes. Et il n'est pas anticlérical. Pour le contraire, les meilleurs amis de Miguel Torga, je pense qu'ils sont prêtres. Et je suis un grand ami de lui, il était un grand ami de moi. Et en aucune fois, je l'ai vu faire quelque chose contre l'Église ou contre la religion. Évidemment que dans certains moments, en quelques occasions, il critique l'Église, mais comme institution, non l'Église en soi. Qu'est-ce qu'il vous apprenait à vous comme prêtre? J'ai appris beaucoup. Vous avez dit quand nous sommes arrivés, il a été un prêtre pour moi. Oui, parce qu'il m'a ajouté beaucoup pour la forme comme il voit la vie, comme la forme comme il travaille avec les personnes, comme il travaille avec tous les gens qui sont avec lui. L'honnêteté, la vérité, l'intégrité de toutes les choses, pour lui, c'est plus important. La vérité, surtout la vérité. Chavez, 15 septembre 1972. Je lui ai répondu que oui, que j'étais athée.
mais un athée qui fréquente les divinités depuis sa naissance. J'ai appris tout d'abord au catéchisme à nommer les personnes de la Sainte Trinité. Plus tard, sous les huttes du Brésil, j'ai fait connaissance avec diverses puissances tropicales. Ensuite, j'ai appris, en lisant l'histoire grecque et romaine, la généalogie des seigneurs de l'Olympe. Enfin, j'ai feuilleté sur les rochers de mon pays natal une mythologie païenne. Athée, ai-je philosophé. Qui donc peut l'être au sein d'une culture où 99% de l'oxygène que nous respirons est de nature céleste? Maria Moraes Sarmiento, vous êtes originaire de Coimbra, vous êtes en plus la voisine de Miguel Torga, et vous avez surtout collaboré au travail, on pourrait dire, d'édition, d'imprimerie de son œuvre. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça s'est fait. Miguel Torga, je crois que peut-être Madame vous a déjà dit, il commençait par écrire, il prenait des notes, après il copiait ça, il tapait ça. Il y avait une vieille machine, je ne sais si Madame nous l'a montré. Et après, il refaisait, je peux le dire, son texte plusieurs fois. Et c'était très drôle. Je crois que, je ne sais s'il existe un exemplaire, parce que après il coupait le papier, les lignes, il tapait une autre fois, il collait. Et alors parfois, la feuille qui résultait de tout ce travail avait une épaisseur comme ça. Et quand il présentait le travail, le manuscrit, si je peux dire, à l'imprimerie, on commençait le travail des épreuves. Et il avait besoin de quelqu'un qui puisse... c'est comme ça, oui. Regarder le texte, regarder même, au sens de voir la page imprimée. Et bien, parfois, on discutait, mais pas souvent, les idées ou les mots qui n'étaient pas bien choisis. Et alors, j'avais peut-être un peu de patience, je ne sais pas. Mais c'était comme ça. Pour lui, la grâce de l'écriture, c'est ça, d'arriver à dire... avec les mots les plus justes. Il me répétait constamment, quand j'avais un problème de traduction, que je n'arrivais pas moi-même à trouver le mot juste en français, il me disait avec un certain agacement, « Le mot juste existe, vous n'avez qu'à le trouver ». Par exemple, Torga a un vocabulaire très médical, vous savez qu'il était médecin, donc ses métaphores sont médicales, son adjectivation très souvent aussi est médicale, et quelquefois, en me réappropriant le texte, j'aurais tendance à choisir, par exemple, des adjectifs qui ne sont pas moins de ce domaine-là. Eh bien, quand je m'en aperçois, je restitue évidemment ce côté clinique qui est dans son œuvre. San Martino de Anta, Noël 1948. On a tué le cochon. Depuis 3 ans, c'est moi qui tranche les articulations de l'animal, qui le débite. Le vieux n'a plus la force et il m'a passé son couteau. À mes côtés, avec patience, il m'enseigne l'anatomie. Coupe ici, tranche là, attache ça, comme ça. Laisse ce petit os tranquille. Et j'obéis. Quand je m'y prends mal, il me cherche une excuse en citant un proverbe. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Jamais il ne lui vient à l'idée que j'ai fait ma médecine et étudié l'anatomie. C'est que la science ici est tout autre chose. Il ne s'agit pas d'amputer une jambe gangrenée, mais de répartir, pour rassasier la faim de toute une année, le corps d'un animal qu'on a élevé avec amour dans ce seul but. Avait-il une grande réputation ici, à Coimbra comme... Il y avait évidemment la concurrence d'autres médecins, mais il était considéré comme médecin. Surtout qu'il y avait en lui une capacité de compréhension humaine
qui se superposaient à la science médicale proprement dite. Je crois qu'il raconte, je suis sûre qu'il raconte dans le journal un épisode avec une jeune fille qui vient du nord du Portugal. Vous vous souvenez? Oui. Eh bien ça, c'était extraordinaire parce que la jeune fille pensait qu'elle était enceinte du Saint-Esprit. Et bon, quand il a vu ça, il a dit aux parents de rester dans la salle d'attente. Il l'a examinée, elle n'était pas du tout enceinte. Je lui ai dit, mais vous n'avez rien, enfin, vous n'êtes pas enceinte. Si, je suis enceinte. Mais alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, j'enseigne le catéchisme. Alors là, il a eu une mauvaise pensée, il a pensé que c'était le curé. Mais il n'y avait rien. Et alors, ça va être une faillite complète, puisqu'elle retournera chez elle, convaincue de la même façon qu'elle est enceinte, et elle ne l'est pas. Et alors, il lui a dit, écoutez, mais vous enseignez le catéchisme, alors vous savez qu'il existe la Trinité. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a eu un enfant, le Christ. Si vous avez un enfant, supposons que vous soyez enceinte, si vous avez un enfant, il y aura un second sauveur. Et alors là, la lumière s'est faite dans son esprit. Il dit, mais je suis pas du tout enceinte, j'étais folle. Et il n'a plus jamais rien eu. Et il l'a rencontré quelques années après, à Charges, dans le Nord, marié, absolument normal. Enfin, c'était fini. C'est-à-dire, ce n'était pas la science médicale qui avait sauvé cette personne, mais c'était une capacité de comprendre ce qui s'était passé dans son esprit. Et ça s'est produit souvent. Teresa Rita Lopez, vous avez intitulé votre livre consacré à Miguel Torga « Office à un dieu de terre ». Pourquoi ce titre? Proust a dit que l'écrivain écrit tout au long de sa vie le même livre. Je crois que cette affirmation s'applique très bien à Torga. On pourrait l'intituler Au commencement était la terre ou Au commencement était la vie. C'est qu'il n'a fait autre chose à travers ses contes, ses poèmes, même ses romans, même au cours des pages de son journal, que célébrer la vie, cette divinité au féminin que parfois devait lutter contre un dieu mâle, un dieu au masculin de la tradition judéo-chrétienne. C'est même cette lutte, cette opposition qui a donné naissance à un conte très connu qui se trouve dans le volume qui a été appelé L'Arche, qui est intitulé Vincent, où on assiste justement à cette lutte. Un des chapitres de votre livre est consacré au tropisme de Miguel Torga. Quel tropisme? Ces offices, cette célébration de la vie en permanence. Je crois que c'est dans peut-être le principal et tous les autres en découlent, n'est-ce pas? Il y a l'éloge d'une certaine rudesse. Je crois que c'est tout à fait un rapport avec ça. On a l'impression, une impression parfois un peu fâcheuse, qu'il exalte trop la rudesse et même la virilité. Je vous rappelle d'un passage du roman Senhor Ventura, qui a été traduit par Claire Queyron. Il l'a appelé Monsieur Ventura, je crois. C'est drôle, j'ai remarqué que j'aurais traduit autrement une expression très portugaise, coração com pelos. Et à la lettre, ça veut dire c'est un cœur poilu, un cœur qui a des poils. Je crois que c'est très torguien, cette démarche de ne pas accepter aucune sensiblerie et même cette pudeur des sentiments. Donc, un cœur, il doit être toujours viril, bien viril, ne jamais s'attendrir. Ça correspond à une
Ah, je trouve cette pudeur qu'il avait des sentiments et cette démarche de mettre à nu la rudesse qu'on pouvait toujours trouver dans l'âme humaine. Quand tout à l'heure on parlait de sa démarche de réduire ses personnages à la pureté, et à la force, à l'énergie de ses instincts, au fond, je pensais à la même chose, à cette même quête. San Vicente, 7 août 1942. La nature commande, me disait aujourd'hui, tout plein de conviction, un paysan aux yeux hallucinés comme un prophète. C'était à propos de la femme qu'il a épousée et qui s'est avérée volage, et de ses filles, encore jeunes, mais qui suivent le même chemin que leur mère. Les arbres et les gens, c'est à la naissance qu'on voit leur nature. Je suis paysan. Eh bien, je n'ai jamais vu une mauvaise souche donner de bons fruits. On peut bien mettre un greffon de qualité, ça, on peut. Mais ça ne vaut pas la peine. Quand la nature ne veut pas, elle ne veut pas, un point, c'est tout. La chose doit venir de loin, de très profond. Je ne vais pas faire un procès de machisme à Torga, bien sûr. Bon, pas tellement un procès. Et toujours avec un petit sourire. On en a parlé, d'ailleurs. Mais, voilà, c'est vrai qu'on peut constater que les femmes trouvent dans l'œuvre de Torga une place tout à fait secondaire à côté des hommes. Faut pas oublier non plus qu'elles sont des symboles, qu'elles sont surtout des symboles, n'est-ce pas? Je pense à cette Mariana dans un de ses plus beaux contes, c'est une femme c'est une vagabonde qui accueille donc le moment venu, c'est-à-dire le moment où ses instincts le réclament, accueille l'homme pour se faire féconder, que passer ce moment ne s'intéresse plus à lui et même pas avoir un père pour ses enfants. Je me rappelle d'une fois avoir étudié ce texte avec mes étudiants et qui étaient un peu fâchés, choqués même. Il faut comprendre que Mariana, c'est un mythe, c'est un personnage mythique. Au fond, elle représente cette grande mère terre dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas? Il faut dire aussi que les autres femmes, il y a d'autres femmes qui apparaissent dans des contes de Torga. Je me rappelle de Lydia qui a péché par coquetterie. Puis je pense à Madalena, là c'est un cas un peu spécial. C'est une sorte de Médée de Trás-os-Montes, du nord du Portugal, et qui tue son enfant nouveau-né qui vient de naître par orgueil. Alors là, elle pêche par orgueil, parce que le père de son enfant ne l'a pas acceptée pour femme, ne voulait pas se marier avec elle. Mais je pense à une affirmation de Torga où il dit la femme n'est qu'un ventre, et que les féministes pouvaient vraiment trouver. Je trouve quand il parle quand il le dit, il pense, il y a une portée mythique, disons, que je n'escamote pas et que je ne peux pas oublier. À propos de sa femme, vous avez bien remarqué d'ailleurs qu'il est allé l'enraciner dans son pays. Vous me rappeliez tout à l'heure cette note où il lui fait faire 25 km à pied, comme le faisaient ses ancêtres pour aller à la capitale de la province, et il l'amène de Coimbra chez ses parents pour l'enraciner. Claire Queyron. Son village d'ailleurs c'est un lieu mythique. C'était là que se trouvaient le père, la mère, l'orme, la fontaine, l'ermitage, qu'on retrouve dans toute son œuvre, notamment dans les contes. C'est un lieu central qui n'est pas... Il a dit quelque part, San Martino d'Anta n'est pas un lieu où, c'est un lieu d'où. Des apostrophes OU, accent grave. Parce qu'en effet, il reconnaissait que ce n'était pas un lieu où il aurait pu vivre
parce que s'il avait vécu là, il n'aurait pas pu développer son œuvre, certainement, mais en revanche que tout ce qu'il développait dans son œuvre avait son origine là. Coimbra, 3 avril 1983. Mort de ma sœur. Et il n'est pas de mots pour le désespoir où je suis. Nous nous aimions comme les deux complices du même mystère sacré, fait de racines et d'attaches. Tout en elle, comme en moi, était rapport à la terre, aux traditions, aux origines. Il y avait une ancestralité ingénue dans tous ses gestes, dits et comportements. San Martino parlait par sa bouche plus éloquemment que par ma plume. Dans une image, un dicton, elle résumait la réalité physique et métaphysique qui l'entourait. Padre Valentin Marquez, vous avez accompagné souvent Miguel Torga à son village de naissance, c'est-à-dire à San Martín de Anta. Vous êtes allé là-bas, vous avez rencontré sa sœur, par exemple? Oui. Chaque année, pendant l'été, nous partions en vacances et nous passions à Chaves, une station thermale où nous sommes allés pendant 33 ans. Et nous passions toujours dans son village natal, à San Martín de Anta, où il avait d'ailleurs sa maison. Et son épouse aimait beaucoup y aller, et où elle y va toujours. Et où vivait aussi sa sœur. Sa sœur, pendant beaucoup d'années, nous accompagnait dans les thermes de Chaves. Elle partait avec nous, et quoique qu'elle restait dans une maison à part, parce que nous avions des gens qui nous accueillaient, et c'était pour lui la seule référence qui le liait à sa terre natale. Il y avait une grande affinité, une grande amitié entre les deux. Et sa mort, ça a été pour lui l'un des moments les plus durs, l'un des moments les plus difficiles. Et quand elle est morte, je l'ai accompagnée. Il est parti d'ailleurs dans ma voiture. Et nous avons causé tout le temps et il pleurait comme je ne l'ai jamais vu pleurer. Ça a été pour lui un moment très, très, très difficile. D'ailleurs, même là-dessus, il y a un fait intéressant, c'est qu'il a voulu que les funérailles de sa sœur soient faites d'après sa propre croyance à elle, avec une célébration liturgique, une messe, des funérailles religieuses, parce que sa sœur était très religieuse, très croyante. San Martín de Anta, 29 avril 1990. Je suis venu voir l'orme et l'azalée. Tous deux ont rajeuni après une affolante menace de mort. Et j'ai voulu, superstitieusement, voir de près la résurrection qui m'avait été annoncée avec enthousiasme. L'azalée splendide, féminine, plus radieuse que le soleil printanier qui la caresse. L'orme, juste verdoyant, se dresse comme avant, majestueux et tutélaire sur la place, avec une espèce de dignité convalescente. Et ce fut bon pour les replis secrets de mon angoisse de voir cette affirmation têtue, physique et lyrique, du miracle de la vie. J'ai toujours appartenu aux trois règnes de la nature, animal pour moitié, végétal et minéral à part égale pour le reste. C'était une véritable passion amoureuse que Torga a eue pour le Portugal et particulièrement pour sa province, mais pour l'ensemble du Portugal. C'est un objet lyrique pour lui. Il observait tout attentivement, même sans en avoir l'air. Et je me rappelle, il allait vers San Martín de Anta et en arrivant à la région de Douro, et c'est un paysage éblouissant, vraiment. Et sa fille était encore petite. Et il dit, j'aimerais bien laisser à ma fille mes yeux. C'était un héritage. Et dans une autre note, il dit aussi que s'il doit beaucoup à ses yeux, il doit aussi beaucoup à ses pieds qui l'ont transporté, disons, partout dans les endroits. Il organisait souvent, soit à Chaves, soit ici à Coimbra, il organisait souvent des promenades
pour qu'on puisse aller voir ou un paysage ou un arbre ancien ou la petite image d'un sang, une petite chapelle romane. Il connaissait vraiment tout, il se préparait. Et parfois aussi quand on allait en voyage, et il faisait l'itinéraire. Il était capable même de dessiner le parcours et les différents points qu'on devrait visiter. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est à la fois portugais et ibérique. C'est pour ça que j'étais ravi que Torga figure dans cette collection ibérique, c'est parce que traditionnellement, il y a toujours eu un problème de rapport de force entre l'Espagne et le Portugal. Bertrand Filodo. Le Portugal, pendant longtemps, s'est estimé maltraité par les Espagnols, et donc la fracture entre l'Espagne et le Portugal était essentielle. Une des forces de Torga, ça a été de dire qu'il fallait laisser les morts enterrer les morts, que l'histoire était l'histoire, et que donc il y avait beaucoup plus de choses qui rapprochaient le peuple espagnol et le peuple portugais que de choses qui les séparaient. Donc ça aussi, c'est un des éléments qui compte dans l'aspect universel de Torga, c'est de montrer qu'à un moment, il faut oublier l'histoire, même si elle est cruelle et douloureuse, et qu'il faut, à partir du moment où on a une même conception de la société et de la vie, travailler tous ensemble. Alors dans le recueil de poèmes qui s'intitule Ibérique, on voit d'ailleurs un petit peu comment Torga regarde l'Espagne, puisqu'il y a un certain nombre de poèmes qui sont dédiés à des grandes figures ibériques. Oui, c'est ça qui est fascinant dans Poèmes ibériques, c'est qu'il y a à la fois la conception de l'écrivain et aussi sa vision du monde. Par exemple, les grandes parties sont histoires tragico-telluriques, où on retrouve la terre, la souche, destin, la vie, le pain, le vin, le mirage. Il y a aussi histoire tragico-maritime, puisque le Portugal est très lié, comme l'Espagne, à la mer. Et ensuite les héros, où on va retrouver toutes les grandes figures historiques ou mythiques de l'Espagne et du Portugal. Ça va du Cid à Inés de Castro, de Cortés à Loyola, à Sainte-Thérèse, à Camões, toutes les grandes figures, jusqu'à Pessoa et Garcia Lorca. Et ça, c'est très important parce que le Portugal maintenant est passé dans la modernité et beaucoup de personnes reprochent à Torga d'être un réactionnaire. Et des textes comme Poèmes ibériques montrent strictement le contraire. C'est-à-dire que ça a été le premier à s'élever contre la fracture entre l'Espagne et le Portugal. Ça a été le premier à montrer qu'il fallait puiser à la fois dans les racines historiques et mythiques la force pour aller vers l'avenir. Non pas des racines au sens réactionnaire où on se replie sur les racines, mais des racines qui permettent l'ouverture. Donc pour moi, c'est exactement ce qu'est la modernité. Santa Teresa, terra, era em Ávila da Ibéria a minha terra. Terra, mas eu não vi a terra que me teve, nem lhe dei o calor que filho deve à sua mãe. Terra, e andei eu a viver a morte que vivia, disfarçada em amor na minha cela. Terra, e andei eu a negar o amor do mundo, quando de polo a polo o meu amor podia ser sem limites como a alma quer, e ser fecundo como a luz do dia, e dar filho, porque eu fui mulher. Terra, e andei eu a legar este legado, vivo morrendo primeiro, derradeiro castelo a que subi. Terra, e Deus que prometeu ter-me a seu lado, tem-me aqui. Coimbra, 1er juillet 1984. Autodafé de tous mes anciens manuscrits. Ce fut comme de brûler mon âme, mais il le fallait. Je ne veux pas que quelques vautours du futur, incapables de comprendre ce que coûte un poème et ce qu'il signifie, rassasie son appétit nécrophile avec le rebut de l'inspiration. Alors ça, c'est un extrait de ce qui est paru dans son journal, En chair vive, et qui fait état de cet acte assez violent, puisqu'il brûle tout ce qu'il a écrit, tous les manuscrits. Je peux vous raconter? Maria Sarmiento. En fait, une fois, Madame, lui et sa fille allaient faire un voyage, et avant le voyage, il a fait un paquet
avec tous les manuscrits et il me les a laissés ici, chez moi, et accompagné d'une lettre ou d'un billet que j'ai encore là-haut, et où il disait que je devais brûler tout le paquet si par hasard il y avait un accident quelconque. Oui. C'est heureusement je n'ai pas eu à le faire. Mm-hmm. Mais en effet, après avoir préparé un livre pour l'édition d'un livre, je voyais la fumée dans le jardin. On faisait un grand bûcher et alors je voyais la fumée. Ça, je l'ai vu souvent. Vous saviez ce que c'était? Il pensait qu'on ne faisait pas un grand service aux écrivains de publier des textes qu'ils n'avaient pas préparés pour la publication. Est-ce qu'on peut parler, à propos de Miguel Torga, de pessimisme, quel est le terme qui est le plus approprié, Claire Queyron? Parce qu'on a l'impression que cette angoisse avec laquelle il vit... Enfin, je vais prendre un texte, je crois que j'avais écrit ça. « Nulle part au monde je n'aurai la paix, je ne changerai même pas d'angoisse. Je suis un pauvre homme absurde qui ne s'est jamais habitué à respirer en dehors du liquide amniotique. » Aussi, on a l'impression que c'est irrémédiable, depuis l'enfance, il a ce sens-là de l'irrémédiable, de la mort toujours présente, à laquelle il pense tout le temps. Oui, ça c'est un fait. Alors lui disait qu'il était un optimiste lucide ou un pessimiste plein d'espoir. Je crois que c'est exact. C'est quelqu'un quand même qui a une croyance en l'homme très importante aussi. Il dit à un moment une chose que moi je trouve très drôle, qui est on me dit avec tout ce que vous avez souffert, comment pouvez-vous encore croire en l'homme? Et il répond, si je ne croyais pas en l'homme, comment pourrais-je croire en moi-même? Il dit aussi que dès l'instant où il voit un individu qui a le pouce opposable aux autres doigts, il est plein d'émotions parce que c'est un humain, tout simplement c'est un humain. Mais c'est vrai qu'il était doté ou doué d'une lucidité à toute épreuve qu'il a cultivée, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait pour amollir sa lucidité ou obscurcir sa lucidité. Certains auraient pris ce chemin. Lui, non. Il a cultivé, sa lucidité. Ça lui a rendu la vie difficile, mais c'était son choix. Coimbra, 3 mai 1979. Vie infernale que la mienne. J'ai l'air écorché en chair vive. Mais c'est ainsi que je veux finir mes jours, dans un désespoir sans lénitif. J'en arrive à ceci, à redouter la décrue de l'angoisse. C'est que, si je note en moi un relâchement de la crispation, je sens mon honneur perdu. L'honneur d'être homme dans ce temps. Il était un Européen qui avait peur de cette Europe qu'on est en train de faire, qui ne la voulait pas. C'était un Européen, d'une certaine façon, la fenêtre de son bureau à Coimbra, c'était comme une sorte de fenêtre sur le monde. Il suivait tout ce qui se passait dans le monde, il écrivait non pas seulement sur ce qui se passait au Portugal, mais partout. Parce qu'il était un homme de culture européenne. Et l'idée qu'il se faisait du Portugal, sa portugalité, avait une dimension universelle. Une vie, une œuvre, Miguel Torga, l'indomptable. Pátria, serra, e qualquer coisa dentro de mim se acalma, qualquer coisa profunda e dolorida, traída, feita de terra e alma. Uma paz de falcão na sua altura a medir as fronteiras. Sob a garra dos pés, a fraga dura e o bico a picar estrelas verdadeiras. Les Portugais sont toujours en quelque sorte des gens des îles.
ils ont vécu toujours un peu à l'écart du reste de l'Europe. Donc ils sont toujours très affamés de l'extérieur, surtout de la France, surtout de Paris. Au moment où Torga, donc les années 20, de Presença, où il a commencé quand même à publier, les gens étaient tout à fait affamés d'étrangers, affamés de Paris, affamés de civilisation. Vous savez que c'est pas tout à fait fini ça. C'est normal, l'écrivain portugais est toujours, comment dirait, toujours déchiré entre de sollicitations contraires. Je dirais même la racine et le bateau. C'est-à-dire l'appel de sa racine et l'autre sollicitation, l'appel du loin. Donc l'envie de partir et finalement toujours l'attachement au droit chemin de sa racine. On pourrait étudier la littérature portugaise de ce point de vue-là. Et en général, ils sont tous déchirés. Même Miguel Torga, bien qu'il ait carrément choisi le droit chemin de la racine. Avec Teresa Rita Lopez, universitaire, André Rocha, épouse de Miguel Torga, universitaire, Clara Rocha, fille de Miguel Torga, universitaire, Padre Valentim Marquez, imprimeur, Maria Sarmiento, universitaire, Manuel Alegre, poète, vice-président de l'Assemblée nationale, Claire Queyron, traductrice, Bertrand Philodeau, directeur des éditions Corti. Texte lu par Michel Derville, traduction de Alvaro Morna et 3 poèmes de Miguel Torga dits par lui-même. Enregistrement et mixage, Simone Ronget, Bernard Laniel, Adrien Gaza. Une émission de Marie-Paul Vette, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Amiera, Alentejo, 24 octobre 1958. Chacun se cherche là où il s'est perdu. Moi, je me suis perdu en Portugal et c'est en lui que je me cherche.